Il l'avait officiellement nommé Nertis 9, mais ce nom n'apparaissait presque jamais dans les conversations humaines. Dans les couloirs métalliques de la station Atlas, entre les laboratoires pressurisés et les dortoirs silencieux, on murmurait plutôt des surnoms chargés de peur. La planète morte, le monde impossible, le tombeau des étoiles. Suspendue dans l'obscurité cosmique comme une cicatrice mal refermée, elle tournait lentement autour de son soleil pâle, enveloppée de nuages verdâtres zébrés d'éclairs violets. Des tempêtes gigantesques s'y déchaînaient sans repos, soulevant des océans d'acide et des tourbillons de poussière noire. Les capteurs des sondes montraient des pics de radiation capables de faire fondre un vaisseau en quelques minutes, une atmosphère saturée de gaz corrosifs et des variations gravitationnelles si violentes qu'elles broyaient les drones d'exploration comme des insectes contre un pare-brise. Depuis 20 ans, l'humanité observait cette planète à distance. Depuis 20 ans, toutes les simulations aboutissaient au même verdict. Aucun humain ne pouvait y survivre plus de 180 secondes. 3 minutes. 3 petites minutes avant que les poumons ne brûlent, que les organes ne lâchent, que le corps ne s'effondre. Les rapports scientifiques étaient catégoriques, froids, inattaquables. Nertis 9 était une anomalie biologique totale, un environnement si hostile qu'il semblait presque conçu pour effacer toute trace de vie venue d'ailleurs. Pourtant, Elias Morel la contemplait sans détourner les yeux. Debout devant l'immense baie vitrée du centre d'observation, il observait chaque mouvement de nuage, chaque éclair qui griffait l'atmosphère toxique. À 40 ans à peine, son visage portait déjà les marques de nombreuses missions. Une fine cicatrice près de la tempe, des traits durcis par le vide spatial et la fatigue des expéditions extrêmes. Pourtant, ses yeux restaient étonnamment calmes, presque fascinés. Là où les autres voyaient une condamnation à mort, lui percevaient un défi, une énigme encore mal comprise. La planète n'était pas seulement dangereuse, elle était vivante. Il en était convaincu depuis la première fois qu'il avait étudié ses données énergétiques. Les variations atmosphériques n'étaient pas aléatoires. Les tempêtes suivaient des cycles précis. Même les radiations semblaient pulser selon un rythme régulier, semblable à une respiration lente et profonde. Comme si Nertis 9 n'était pas un simple monde hostile, mais un gigantesque organisme cosmique. Tu la fixes comme si elle allait te répondre, lança une voix grave derrière lui. Elias se retourna lentement. Le commandant Hale se tenait à quelques pas, les bras croisés, sa tablette holographique projetant des graphiques instables. C'était un homme pragmatique, forgé par des décennies de missions spatiales, peu enclin aux intuitions ou aux paris risqués. Peut être qu'elle le fait déjà, répondit Elias d'un ton tranquille. Hale souffla, fatigué. Tous ceux qui ont défié les statistiques ont fini morts, Elias. L'espace n'a aucune pitié pour les rêveurs. Aucun n'a tenté ce que je m'apprête à faire, parce que personne de sain d'esprit ne descend volontairement sur une planète qui dissout les métaux et empoisonne l'air. Elias esquissa un sourire presque imperceptible. Il se tourna de nouveau vers la vitre, observant un éclair gigantesque illuminer toute une région de la surface. L'humanité n'a jamais progressé grâce aux gens raisonnables. Hal activa son hologramme. Des avertissements rouges recouvrirent l'image de Nertis 9, toxicité extrême, instabilité gravitationnelle, activité biologique inconnue, risque mortel immédiat. En bas de l'écran, une ligne clignotait sans cesse. Survie estimée 0 à 180 secondes. 3 minutes, Elias. Même avec la meilleure combinaison existante. Après ça, ton corps lâchera. 3 minutes suffisent pour observer, comprendre, réagir, ou pour mourir en suffoquant. Autour d'eux, plusieurs chercheurs s'étaient arrêtés. Certains chuchotaient, d'autres regardaient Elias comme on observe un homme déjà condamné. Depuis l'annonce de sa décision, la station tout entière vibrait d'un mélange de fascination et de terreur. Beaucoup le prenaient pour un héros, d'autres pour un fou suicidaire. Elias avait déjà survécu à des zones irradiées sur Titan, traversé des tempêtes solaires qui avaient détruit des flottes entières, exploré des lunes instables prêtes à s'effondrer. À chaque fois, on lui avait dit que c'était impossible. À chaque fois, il était revenu vivant. « Pourquoi tu fais ça, Elias ?» demanda Hale plus doucement. « Tu pourrais prendre une mission sûre, enseigner, diriger une équipe. Pourquoi risquer ta vie pour une planète morte ?» Elias resta silencieux un moment. « Parce qu'aucune planète n'est morte, » répondit-il enfin, « seulement incomprise. Et parce que si l'humanité cesse de défier ses propres limites, elle disparaîtra lentement dans l'immobilisme. » Une alarme résonna dans la station. Descente planétaire T, moins 20 minutes. Le moment était arrivé. Ils marchèrent dans le long couloir menant au module d'atterrissage. Les parois vibraient sous la puissance des réacteurs. Des techniciens couraient dans tous les sens,
verrouillant des compartiments, scellant des joints thermiques, calibrant les systèmes de survie. Elias enfila sa combinaison renforcée, une merveille technologique capable de résister à des températures extrêmes et de filtrer des toxines mortelles du moins en théorie. Même ainsi, les probabilités restaient proches de zéro. Hal posa sa main sur son épaule. Si quelque chose tourne mal, tout tournera mal, le coupa Elias calmement. La seule question est de savoir si je peux m'adapter assez vite. La trappe de la capsule se referma dans un bruit sourd. Les moteurs rugirent. Le compte à rebours défila rapidement. Puis, dans une violente accélération, la capsule fut projetée hors de la station et aspirée vers Nertis 9. L'atmosphère déchira la coque. Des flammes jaillirent. Les alarmes hurlèrent. Les boucliers perdaient rapidement de leur puissance, tandis que des éclairs frappaient tout autour du module. « Maintiens-toi » murmura Elias en serrant les dents. La surface apparut brusquement, chaotique et déformée par la chaleur. L'impact fut brutal. La capsule s'enfonça dans un nuage de poussière sombre avant de s'immobiliser dans un silence presque irréel. Elias respirait encore, mais les systèmes affichaient des dommages critiques. À travers le hublot fissuré, la planète pulsait de lueur bleutée. Le sol semblait vivant, vibrant doucement sous ses pieds. Il détacha ses harnais, ouvrit la trappe et posa le pied sur la surface étrangère. La douleur fut immédiate. L'air brûlait ses poumons comme du feu liquide. Sa vision se troubla. Ses jambes tremblaient tandis que les capteurs annonçaient une toxicité critique. Dans son oreillette, la voix affolée de Hale hurlait. Elias tomba à genoux, suffocant. 3 minutes. C'était tout ce qu'il avait. Sous lui, la planète vibra lentement, comme un cœur géant. Et dans cette vibration, il sentit une présence. Nertis 9 ne l'attaquait pas encore. Elle l'observait. La douleur était partout. Elle n'avait pas de forme précise, pas de frontière nette. Elle brûlait ses poumons, comprimait sa poitrine, battait dans ses tempes comme un marteau. Elias avait l'impression d'inhaler du feu liquide. Chaque respiration lui arrachait la gorge et envoyait une vague de chaleur corrosive dans ses bronches. Ses yeux pleuraient malgré lui. Sa vision se brouillait et ses mains tremblaient violemment contre le sol pulsant de Nertis 9. Les capteurs de sa combinaison clignotaient frénétiquement. Toxicité critique. Pression instable. Filtration défaillante. Risque de mort imminent. Dans son oreillette, la voix du commandant Hale résonnait à travers des grésillements. « Elias, tes constantes chutent. Reviens dans la capsule immédiatement. Tu n'as plus que quelques secondes. » Il voulut répondre, mais aucun son ne sortit de sa bouche. Sa gorge semblait verrouillée par la douleur. L'air de cette planète n'était pas seulement toxique, il attaquait, brûlait, dissolvait. C'était comme respirer une tempête chimique. Ses genoux s'enfonçaient légèrement dans le sol sombre, qui vibrait sous lui comme une créature endormie. Des veines bleutées pulsaient à travers la surface, s'illuminant au rythme lent d'un battement presque organique. 30 secondes. C'était à peu près le temps que les drones avaient tenu avant de se désintégrer. Elias sentit une chaleur intense envahir sa poitrine. Son cœur s'emballait, sa tête tournait, des points noirs dansaient devant ses yeux. Il allait mourir. Et pendant une fraction de seconde, il l'accepta. Puis quelque chose, au fond de lui, refusa. Pas par héroïsme, par instinct. Son corps, forgé par des années de survie extrême, réagit avant même que son esprit ne comprenne. Il roula sur le côté pour éviter un nuage verdâtre qui s'élevait lentement du sol comme une vapeur toxique. Sa combinaison grésilla tandis que certains filtres se réactivaient en urgence, redistribuant l'air à travers des circuits secondaires. Une respiration entra enfin dans ses poumons. Elle brûlait encore, mais moins. Juste assez pour ne pas s'évanouir. Filtration auxiliaire en cours, annonça faiblement l'ordinateur de bord. Elias halétait, le torse se soulevant de façon saccadée. Chaque bouffée d'air était une lutte, mais il respirait encore. 45 secondes. Il força ses bras tremblants à se redresser. Le sol vibrait davantage maintenant, comme si la planète réagissait à sa présence. Autour de lui, l'air ondulait sous des variations de température extrêmes. À certains endroits, une brume corrosive flottait à ras du sol. À d'autres, l'atmosphère semblait étrangement plus claire, presque respirable. C'est là qu'il comprit. L'air n'était pas uniformément mortel. Il y avait des poches, des zones, des micro-espaces où la toxicité chutait brièvement. Les drones, programmés pour voler droit, n'avaient jamais exploré ces variations. Les humains, eux, pouvaient sentir. Elias rampa presque jusqu'à une zone où l'air semblait moins dense. Immédiatement,
La brûlure dans ses poumons diminua d'un cran. Toujours douloureuse, mais supportable. Una minute. Dans l'oreillette, Hale criait toujours. « Elias, reviens maintenant. Tes constantes sont instables. Tu vas mourir là-bas. » Elias parvint enfin à parler entre deux respirations déchirantes. « L'air n'est pas uniforme. Il y a des sons respirables. » Un silence choqué suivit. « C'est impossible, » répondit Hale. « Les données montrent. Les données sont moyennes. À l'état, Elias. La planète change, bouge. » Une rafale de vent brûlant balaya soudainement la surface. Elias se plaqua contre le sol, tandis qu'une vague de chaleur corrosive passait au-dessus de lui comme une tempête invisible. Là où elle touchait certaines roches, celles-ci se fissuraient dans un grésillement sinistre. Quand le souffle passa, Elias se redressa lentement. Il vivait encore. 1 minute 30. Son corps brûlait de l'intérieur. Ses muscles tremblaient sous l'effort constant de rester conscient, mais quelque chose d'autre se produisait. Sa respiration, bien que douloureuse, devenait légèrement plus efficace. Sa poitrine ne se contractait plus aussi violemment. Son rythme cardiaque, bien que rapide, se stabilisait. Son organisme s'adaptait. C'était lent, fragile, mais réel. Il avait déjà connu cela sur Titan, dans les zones irradiées, lorsque son corps avait appris à gérer des doses mortelles pour d'autres humains. L'évolution à l'échelle d'une vie humaine, accélérée par la survie, la planète tentait de le tuer. Son corps apprenait à vivre. Autour de lui, le sol continuait de pulser. Les veines bleutées s'illuminaient davantage à chaque vibration, comme si Nertis, neuf, réagissait à son métabolisme, à sa chaleur, à sa respiration. 2 minutes. Les capteurs affichaient encore danger critique, mais certains paramètres montraient une amélioration minime. Les filtres secondaires fonctionnaient mieux que prévu. La pression pulmonaire se stabilisait. Elias parvint à se mettre debout, vacillant. Devant lui s'étendait un paysage chaotique, des formations rocheuses tordues, des fissures d'où s'échappaient des vapeurs lumineuses, et au loin des tempêtes gigantesques tournoyant comme des monstres célestes. Ce monde n'était pas mort. Il était violent, vivant, dynamique. Chaque seconde, l'environnement changeait. Des zones devenaient mortelles tandis que d'autres s'apaisaient brièvement, comme une mer de toxines en perpétuel mouvement. « Hal, » murmura Elias. « La planète fonctionne par cycle. Elle respire. »« Elias, tu délires, » répondit Hale d'une voix tremblante. « Non. Écoute-moi. Les tempêtes, l'air, le sol, tout bouge. Il y a des moments de répit. 2 minutes 30. Il aurait déjà dû être mort depuis longtemps. Et pourtant, il tenait encore debout. Son corps brûlait toujours, mais une étrange sensation se développait dans ses poumons, comme si ses tissus s'ajustaient lentement, apprenant à filtrer une partie de ce poison. C'était douloureux, mais c'était possible. Une vague de chaleur intense s'approcha soudainement depuis la droite. Elias la sentit avant même de la voir, une pression écrasante dans l'air. Instinctivement, il se jeta vers une zone plus sombre où le sol vibrait différemment. La tempête passa à l'endroit où il se trouvait une seconde plus tôt, faisant fondre une formation rocheuse dans un sifflement monstrueux. Il allaita, le cœur battant à tout rompre. 3 minutes. Les alarmes de la combinaison cessèrent soudainement de clignoter en rouge continu. Certaines passèrent à l'orange, toujours dangereuses, mais plus immédiatement fatales. Survie, confirmée au-delà du seuil critique, annonça l'ordinateur d'une voix hésitante. Dans la station, Hale resta muet. Elias sourit faiblement malgré la douleur. Il venait de faire ce que toute l'humanité croyait impossible. Il avait survécu aux 3 minutes. Autour de lui, la planète vibra plus profondément, comme un battement de cœur plus lent, plus puissant. Et pour la première fois depuis son arrivée, l'air autour de lui s'apaisa légèrement, comme si Nertis, neuf, après avoir tenté de le tuer, venait de décider de l'épargner. Ou peut-être de l'étudier. Elias inspira lentement, douloureusement, mais vivant. « Je suis toujours là, Hal, » murmura-t-il. Un souffle incrédule répondit dans l'oreillette. « Mon Dieu, tu l'as fait. » Elias leva les yeux vers les tempêtes lointaines. Ce n'était que le début. La planète venait de lui accorder ses premières secondes de survie. Mais il savait une chose désormais avec certitude. Nertis 9 n'était pas un simple enfer. C'était une épreuve, et elle allait tester chaque fibre de son corps et de son esprit. Le silence qui suivit les 3 premières minutes fut plus terrifiant que la tempête elle-même. Elias se tenait debout au milieu de ce paysage chaotique, le souffle court, les muscles en feu, mais vivants. Son cœur battait encore trop vite, martelant sa poitrine comme s'il voulait s'échapper, et chaque respiration restait douloureuse,
Mais la sensation de brûlure absolue avait diminué. La planète ne l'attaquait plus avec la même violence. Autour de lui, Nertis 9 respirait. Il n'y avait pas d'autre mot. Le sol pulsait lentement sous ses bottes, diffusant des lueurs bleutées qui s'intensifiaient puis s'éteignaient comme un immense réseau sanguin. L'air ondulait par vagues invisibles, tantôt corrosifs, tantôt étonnamment plus clairs. Même les tempêtes à l'horizon semblaient suivre un rythme, tournoyant comme des poumons géants qui inspiraient et expiraient la fureur atmosphérique. Elias ferma un instant les yeux, se concentrant sur ses sens plutôt que sur les capteurs affolés de sa combinaison. Il écouta. Au-delà du hurlement lointain des vents, il perçut un grondement sourd, profond, presque organique. Une vibration constante, régulière, un battement. « Al » murmura-t-il, « la planète est vivante. » Dans son oreillette, le commandant mit plusieurs secondes à répondre. « Elias, ce que tu dis est impossible. Une planète ne peut pas être vivante au sens biologique. Pas comme nous, non. Mais elle fonctionne comme un organisme. Les tempêtes sont ses poumons. Les radiations peuvent être son système énergétique. Le sol, ses veines. On long silence. Les données ne montrent que du chaos, répondit enfin Hale, parce que vous analysez tout comme des phénomènes séparés. Mais ensemble, ils forment un cycle. Elias se pencha lentement et posa une main gantée contre le sol vibrant. Une chaleur douce s'en dégageait, presque réconfortante comparée au froid corrosif de l'air quelques instants plus tôt. Les veines lumineuses changèrent légèrement de couleur sous sa paume, passant du bleu au turquoise, comme si la planète réagissait à son contact. Un frisson parcourut son bras. Elle le sentait. Il se releva avec précaution et observa l'environnement plus attentivement. Là où les drones avaient vu une surface uniforme et mortelle, lui distinguaient désormais des motifs. Des zones plus sombres, où l'air devenait plus respirable pendant quelques secondes. Des fissures d'où s'échappaient des vapeurs toxiques suivies de périodes de calme. Même les radiations semblaient fluctuer, grimpant en flèche, puis chutant brutalement. Ce n'était pas un enfer constant. C'était un système, un écosystème extrême, violent, mais structuré. Les scientifiques ont tout faux, murmura Elias. Ils ont mesuré des moyennes très mortelles, rappela Hale. Oui, mais la moyenne cache les moments de répit. La planète alterne des phases de purge et de stabilisation, comme un corps qui expulse ses toxines avant de retrouver l'équilibre. Elias fit quelques pas prudents, se déplaçant lentement vers une zone où le sol vibrait plus faiblement. Immédiatement, la pression dans ses poumons diminua encore un peu. Il inspira plus profondément, surpris par la relative clarté de l'air. Ici, c'est une zone de respiration temporaire. Elias, tu es en train de dire que cette planète a des refuges naturels? Oui, mais ils bougent. Ils apparaissent et disparaissent selon les cycles. Hal resta muet. Pendant des décennies, les scientifiques avaient cherché une planète stable, parfaitement habitable, identique à la Terre. Nertis 9 n'était rien de tout cela. Elle était dangereuse, imprévisible, et pourtant, vivante à sa façon. Elias comprenait maintenant l'erreur fondamentale. Ils avaient voulu mesurer la planète comme un objet, mais elle se comportait comme un être. Les drones, programmés pour suivre des trajectoires fixes, traversaient systématiquement les zones les plus mortelles. Ils ne pouvaient pas s'adapter. Ils ne pouvaient pas ressentir la chaleur qui montait, la pression qui changeait, l'air qui s'épaississait. Un humain, si. Elle ne tue pas tout, dit Elias doucement. Elle teste. Il observa une formation rocheuse non loin de lui. Une brume toxique s'en échappait violemment, rongeant la surface dans un grésillement sinistre. Puis, lentement, l'émission diminua jusqu'à s'arrêter complètement. Quelques secondes plus tard, l'air autour devint étonnamment clair. Elias s'approcha avec prudence. Il respira. Rien ne brûlait. Incroyable, souffla-t-il. Elias, c'est dangereux, protesta Hal. Pas maintenant. Pas ici. La planète fonctionnait par vagues destructrices suivies de phases de repos, comme si elle nettoyait son environnement avant de se stabiliser temporairement. Les radiations elles-mêmes chutaient brièvement après chaque tempête majeure. Une poua, puis un apaisement. Hal, dit Elias d'une voix grave, Nertis 9 n'est pas inhabitable. Elle est simplement hostile à ceux qui ne comprennent pas son rythme. Les mots mirent du temps à être absorbés. Tu veux dire qu'on pourrait y vivre? Pas comme sur Terre, pas en construisant des villes fixes. Il faudrait se déplacer avec les cycles, comme des nomades biologiques. Suivre les zones sûres. Un frisson d'excitation traversa la voix de Hale. Elias, si ce que tu dis est vrai, ça change tout. Elias observa l'horizon,
où une tempête massive se dissipait lentement, laissant derrière elle un ciel légèrement plus clair. L'air devenait progressivement plus respirable. Les capteurs confirmaient une baisse temporaire de toxicité. La planète vient de se calmer, dit-il. Après chaque tempête, elle entre dans une phase stable. Les données historiques, murmura Hale en arrière-plan. Mon Dieu, elles correspondent. Chaque pic mortel est suivi d'une chute brutale. Les scientifiques n'avaient jamais superposé ces cycles correctement. Ils avaient vu des extrêmes, pas le rythme. Elias s'assit lentement sur une roche tiède, laissant son corps récupérer un peu. Sa respiration devenait plus profonde, moins douloureuse. Ses poumons brûlaient encore, mais ils ne se contractaient plus violemment. Son organisme continuait de s'adapter. Mon corps commence à filtrer une partie des toxines, dit-il, lentement, mais sûrement. C'est biologiquement impossible. La survie rend beaucoup de choses possibles. Il regarda ses mains tremblantes. L'humanité avait toujours évolué sous la pression. Nertis, 9 n'était qu'une nouvelle frontière. Autour de lui, de minuscules particules lumineuses commencèrent à flotter dans l'air, comme un pollen phosphorescent. Elles se déplaçaient lentement, se regroupant par nuages doux. Lorsqu'elles entraient dans une zone plus toxique, elles disparaissaient presque instantanément. Hal, ces particules, elles réagissent à l'air. On les voit sur les capteurs, répondit Hale. Ce sont des micro-organismes. Elias sentit son cœur accélérer. Elles purifient l'atmosphère localement, elles consomment les toxines. C'est pour ça que certaines zones deviennent respirables. La planète n'était pas seulement en train de se nettoyer. Elle se régulait, comme un système immunitaire planétaire. Nertis 9 n'est pas une planète morte, murmura Elias avec émerveillement. C'est un organisme géant qui maintient son propre équilibre extrême. Les tempêtes éliminaient les excès. Les micro-organismes purifiaient l'air. Les cycles créaient des refuges temporaires. Tout était lié. Les scientifiques ont cru à un enfer permanent, dit Hale d'une voix bouleversée. Mais c'est un monde dynamique. Oui, brutal, mais viable. Elias s'élève à l'instrument. La douleur n'avait pas disparu, mais elle était désormais supportable. Il pouvait tenir, et plus il respirait, plus son corps semblait s'habituer. Hal, l'humanité pourrait vivre ici un jour, pas en dominant la planète, en apprenant son rythme. Un silence chargé d'émotions traversa la communication. Elias, tu viens peu, être de découvrir un nouveau type de monde habitable. Elias contempla la planète vibrante autour de lui. Ce monde qui avait tenté de le tuer venait de lui révéler son secret. Il ne s'agissait pas de survivre contre Nertis, 9, mais avec elle, et il comprit alors une vérité fondamentale. La planète ne rejetait pas la vie, elle rejetait l'arrogance. Elias sentit la présence avant de la voir. Ce n'était pas un bruit précis, ni un mouvement évident, plutôt une sensation, comme lorsqu'on devine un regard posé sur sa nuque. L'air autour de lui vibrait légèrement différemment, et le sol pulsait plus lentement, plus profondément, comme si le cœur de la planète avait changé de rythme. Il se figea, son souffle se fit plus discret. Autour de lui, les particules lumineuses flottaient en nuages paisibles, purifiant l'air dans cette zone temporairement respirable. Les tempêtes au loin semblaient s'éloigner, laissant derrière elles un silence étrange, presque sacré. Quelque chose avait changé. « Hal » murmura Elias. « Il y a quelque chose ici. » « Les capteurs ne détectent rien de massif, » répondit la voix tendue du commandant. « Juste les micro-organismes que tu as déjà vus. Ce n'est pas ça. » Elias tourna lentement la tête. À la limite de sa vision, une silhouette se déplaça derrière une formation rocheuse noire, fluide, silencieuse, trop précise pour être un effet de la brume. Son cœur manqua un battement. Il n'était plus seul. Il ne bougea pas, de peur de provoquer une réaction violente. Son instinct de survivant lui criait de rester calme, d'observer avant d'agir. Les veines lumineuses du sol s'intensifièrent légèrement, projetant des reflets bleutés sur les rochers. Une autre forme apparut plus loin, puis une troisième. Elle n'était pas humanoïde au sens strict, mais possédait une symétrie troublante. Leur corps semblait composé d'une matière semi-transparente, parcourue de lueurs internes semblables à celles de la planète elle-même. Leurs mouvements étaient lents, mesurés, comme s'ils glissaient plutôt que marchaient. Elias sentit sa gorge se serrer. « Hal, je crois que j'ai trouvé la vie intelligente. » Un silence stupéfait répondit dans son oreillette. « Répète, des formes, elles m'observent. Elles sont faites de lumière et de matière sombre. Comme la planète, les silhouettes s'approchèrent légèrement, s'arrêtant à une distance prudente. Elias remarqua qu'elles restaient toutes dans les zones où l'air était plus respirable
évitant instinctivement les poches toxiques. Elle connaissait les cycles, elle vivait avec la planète. Aucune hostilité ne se manifesta. Pas d'attaque, pas de cri, juste cette observation silencieuse. Elias leva lentement une main, paume ouverte, dans un geste universel de non-menace. Son cœur battait à tout rompre. Les créatures inclinèrent légèrement leur forme, comme une vague lente. Des pulsations lumineuses parcoururent leur corps, changeant de couleur du bleu au vert doux. « Elle communique » murmura Elias. « Par quel moyen » demanda Hale, la voix tremblante. « Par lumière. Par vibration. Comme la planète. » Une onde douce parcourut le sol sous les pieds d'Elias, différente des pulsations naturelles, plus ciblée, comme un message. Son corps la ressentit avant même qu'il ne la comprenne. Curiosité. Ce n'était pas un mot précis, mais une sensation claire. Les êtres ne voyaient pas un ennemi. Ils voyaient une anomalie, un organisme étranger qui respirait encore. Elias s'avança lentement d'un pas. La brûlure dans ses poumons s'intensifia légèrement, mais resta supportable. Les créatures reculèrent d'un demi-mètre, sans panique, puis l'une d'elles s'avança à son tour. Elle était plus grande que les autres, et sa lueur interne pulsait plus fortement. À mesure qu'elle approchait, Elias sentit une chaleur douce se diffuser autour d'elle, rendant l'air encore plus respirable. Les micro-organismes lumineux se regroupèrent autour de la créature, comme attirés par elle. Hal, je crois qu'elles contrôlent les zones respirables. Elles influencent l'atmosphère? Oui. Comme des bergers de la planète. La créature étendit lentement une excroissance translucide vers Elias. Il hésita une fraction de seconde, puis laissa sa main gantée la toucher. Une vague de sensations le traversa. Images floues, tempête, cyclo, refuge, mouvement perpétuel. Il comprit sans mots. Ces êtres n'avaient jamais cherché à rendre la planète douce. Ils avaient appris à danser avec sa violence. Ils se déplaçaient constamment, suivant les zones sûres, aidant parfois l'environnement à se stabiliser localement grâce à leur biologie unique. La planète et ses habitants formaient un seul système vivant. Ils vivent ici depuis toujours, murmura Elias, bouleversé. Elias, ce que tu décris dépasse tout ce qu'on connaît, dit Hale d'une voix tremblante d'émotion. Les créatures commencèrent à se déplacer lentement vers une série de formations rocheuses à l'abri du vent toxique. L'une d'elles se retourna brièvement, sa lueur pulsant plus intensément. Une invitation. Elias comprit instinctivement. Elles veulent que je les suive. C'est dangereux. Peut être. Mais je crois qu'elles veulent m'aider. Chaque pas était un combat pour ses muscles fatigués, mais l'air devenait de plus en plus respirable à mesure qu'ils avançaient. Les créatures semblaient créer autour d'elles de véritables bulles temporaires de survie. Ils arrivèrent dans une sorte de caverne naturelle, formée par des roches organiques, presque vivantes, qui pulsaient doucement de lumière. À l'intérieur, l'air était étonnamment pur. Elias inspira profondément pour la première fois sans douleur aiguë. Ses yeux s'embuèrent. Il était en sécurité. Hal, je suis dans une zone stable. Elles m'ont conduit à un refuge. Mon Dieu, souffla le commandant. Les créatures se disposèrent autour de la caverne, certaines à l'entrée, d'autres près des parois lumineuses. Leur présence semblait maintenir l'équilibre atmosphérique. Comme des gardiens, Elias s'assit lentement, ses jambes tremblant sous l'épuisement. « Elles ne nous ont jamais attaqués, » murmura-t-il. « La planète ne nous rejetait pas. Nous arrivions simplement au mauvais moment, au mauvais endroit. » Une pulsation lumineuse douce traversa la caverne. Elias ressentit une autre sensation claire. Respect. Les êtres n'avaient jamais vu un humain survivre aussi longtemps. Il était le premier, un pont entre deux formes de vie. Hal, je crois qu'elles veulent comprendre qui je suis, d'où je viens. Elias, tu es en train d'entrer en contact avec une civilisation extraterrestre. Il laissa échapper un souffle tremblant. Et elles vivent en harmonie avec un monde que nous pensions mort. À l'extérieur, une tempête gigantesque s'approchait, mais les créatures renforçaient leur lueur, stabilisant l'air autour du refuge. La planète rugissait. La caverne restait paisible. Elias regarda ces êtres lumineux qui avaient transformé l'enfer en foyer. Il comprit alors une vérité encore plus profonde que celle des cycles. Nertis, 9 n'avait jamais été hostile à la vie. Elle avait simplement évolué avec une forme de vie capable de la comprendre. Et maintenant, pour la première fois, un humain faisait partie de cet équilibre. Le véritable voyage ne faisait que commencer. Le refuge respirait. Ce n'était pas une métaphore. Les parois organiques de la caverne pulsaient doucement, diffusant une chaleur tiède et un air étonnamment pur. Elias sentait ses poumons se détendre lentement, comme s'il sortait d'un long étouffement.
La brûlure persistait encore par vagues, mais elle diminuait à chaque respiration profonde. Son corps s'adaptait, seconde après seconde, à cet environnement qui aurait dû le tuer. Autour de lui, les créatures lumineuses glissaient silencieusement, leur corps translucide, laissant apparaître des flux d'énergie semblables à des rivières de lumière. Elles n'émettaient aucun son, mais leurs pulsations communiquaient une présence apaisante, presque bienveillante. Elias s'adossa contre une paroi tiède, épuisé. « Al, je crois qu'elles m'ont sauvé la vie. » « Les données le confirmant, » répondit le commandant d'une voix encore incrédule. « L'air dans cette zone est incroyablement stable. Comment est-ce possible ?» Elias observa les créatures. Elles font partie du système de la planète. Elles régulent l'atmosphère localement, comme des cellules d'un organisme. Une onde lumineuse parcourut les parois du refuge, et Elias ressentit une sensation claire, presque comme une pensée transmise par vibration. Apprendre. Les êtres ne l'avaient pas seulement sauvé. Ils voulaient lui montrer comment vivre ici. L'une des créatures s'approcha lentement et projeta une lumière douce contre une paroi rocheuse. Celle-ci se fissura légèrement, laissant apparaître une substance translucide, gélatineuse, qui pulsait faiblement. Elias recula d'un pas, méfiant, puis la créature émit une vibration plus forte, empreinte d'une sensation claire, sécurité. Il osa toucher la substance du bout du gant. Une fraîcheur immédiate se répandit dans sa main. Al, cette matière est froide, et elle libère de l'humidité. Les capteurs indiquent une eau extrêmement pure, incroyable. Elias porta lentement ses doigts à son casque, utilisant l'orifice d'hydratation intégré pour absorber quelques gouttes. Le liquide était légèrement sucré, presque minéral, mais parfaitement potable. Son corps réagit instantanément. La fatigue se dissipa un peu. Ses muscles se détendirent. « Elle cultive l'eau », murmura-t-il. « La planète la produit dans ses roches. » La créature vibra doucement, comme une confirmation. Elias comprenait peu à peu. Rien ici n'était laissé au hasard. Les roches stockaient l'humidité après les tempêtes toxiques, filtrant les poisons grâce aux micro-organismes lumineux. Certaines plantes minérales des formes de vie hybrides entre cristal et végétation retenaient l'eau et la rendaient buvable. La planète se purifiait elle-même. Un autre être glissa vers une zone du sol où poussaient des excroissances sombres aux extrémités lumineuses. Elles ressemblaient à des racines épaisses couvertes de nodules pulsants. La créature en détacha délicatement un morceau et le tendit à Elias. Il hésita. « Elles veulent que tu manges, » dit Hale nerveusement. Elias inspira profondément. S'il voulait survivre ici, il devait leur faire confiance. Il plaça le fragment dans le port alimentaire de son casque. Le goût était étrange terreux, légèrement métallique mais rapidement. Une chaleur agréable se diffusa dans son ventre. Les capteurs s'affolèrent. Apport énergétique élevé, substance nutritive compatible. C'est de la nourriture, souffla Elias. Parfaitement adapté au corps humain. Les créatures vibraient d'une lumière douce, presque fière. Elles lui apprenaient. Elias passa les heures suivantes à observer, à imiter, à ressentir. Elles lui montrèrent quelle zone du sol produisait de l'eau après chaque tempête, quelle formation rocheuse stockait la chaleur, sans libérer de toxines, quelle plante minérale offrait de l'énergie comestible. Elles lui montrèrent aussi ce qu'il ne fallait jamais faire. Une créature l'amena près d'une fissure où s'échappait une brume verdâtre. Elle projeta une vibration violente, accompagnée d'une sensation de douleur extrême. Morte. Quelques secondes plus tard, la brume se dissipa, laissant l'air étonnamment clair. Puis la créature vibra doucement. Sécurité temporaire. Les zones mortelles deviennent sûres après la purge, murmura Elias. Mais seulement pendant un court moment, et inversement, ajouta Hale. Les zones sûres deviennent mortelles si on y reste trop longtemps. Elias hocha lentement la tête. La planète fonctionnait comme une vague permanente de destruction et de renouveau. Les créatures avaient appris à se déplacer sans cesse, ne jamais s'installer, toujours observer, toujours écouter les vibrations du monde. Elles ne construisent rien de permanent, dit Elias. Elles vivent en mouvement, comme des nomades biologiques. Oui, c'est la clé. Elias comprit alors pourquoi les humains avaient échoué. Ils avaient voulu des bases fixes, des colonies stables, des villes. Ici, l'immobilité signifiait la mort. Une vibration plus intense traversa soudain la caverne. Les parois s'illuminèrent d'un bleu plus profond. Les créatures commencèrent à se déplacer rapidement vers la sortie. Elias sentit une pression lourde dans l'air. Al, quelque chose approche. Une tempête massive vient de se former, confirma le commandant, bien plus forte que les précédentes. Les créatures l'entourèrent brièvement, projetant une sensation claire.
Suivre. Maintenant, ils quittèrent le refuge en hâte, glissant à travers des passages étroits entre les roches. L'air devenait plus lourd, plus brûlant, tandis que la planète commençait à gronder. À l'horizon, une muraille de nuages toxiques s'élevait, striée d'éclairs violets. La plus grande tempête qu'Elias ait vue jusqu'à présent. Les créatures se déplaçaient avec une précision parfaite, changeant de direction au moindre changement de vibration du sol. Elias peinait à suivre, ses jambes tremblant sous l'effort, mais l'air restait étonnamment respirable autour d'elle. Elle crée des couloirs de survie, murmura-t-il. Elias, cette tempête devrait rendre toute la région inhabitable. Pas pour elle. Ils atteignirent une vaste dépression naturelle où les roches formaient une spirale géante. Les créatures se disposèrent autour du cercle, projetant une lueur puissante qui attira instantanément les micro-organismes lumineux. L'air se clarifia brusquement. La tempête frappa la zone comme un mur de feu et de poison. Les vents hurlèrent. Les éclairs frappèrent tout autour. Mais au centre de la spirale, là où se tenaient Elias et les créatures, l'air resta respirable. Un îlot de vie, au cœur de l'enfer. Elias tomba à genoux, submergé par l'émotion. Elles ne subissent pas la planète, elles dansent avec elle. La tempête dura de longues minutes. Puis lentement, elle se calma. Lorsque le ciel redevint plus clair, les créatures vibrèrent doucement. Soulagement. La planète venait de se purifier une nouvelle fois. Elias se releva, tremblant mais vivant. Il comprenait maintenant. La survie sur Nertis 9 ne reposait ni sur la force, ni sur la technologie seule. Elle reposait sur 3 règles simples. Observer les cycles, se déplacer constamment, respecter le rythme vivant de la planète. « Hal », murmura Elias, la voix chargée d'émotion. « L'humanité peut vivre ici, mais seulement si elle oublie tout ce qu'elle croit savoir sur les colonies. Tu viens de réécrire la notion même d'habitat humain, » répondit Hal. Elias regarda les créatures lumineuses qu'il avait acceptées parmi elles. Il n'était plus un intrus. Il devenait un élève. Nertis 9, loin d'être une planète morte, était le monde le plus vivant qu'il ait jamais connu. Mais au fond de lui, Elias sentait aussi une vérité inquiétante. S'il existait une harmonie aussi parfaite ici, alors ce monde possédait aussi des forces capables d'anéantir tout ce qui ne respecterait pas cet équilibre. Et tôt ou tard, l'humanité voudrait venir. La vraie épreuve ne faisait que commencer. La planète ne s'apaisait jamais longtemps. Après chaque accalmie venait une colère plus grande, comme si Nertis 9 accumulait son énergie pour une purge plus violente encore. Elias le sentait désormais dans son corps avant même que les capteurs ne l'annoncent, une lourdeur dans l'air, une pression dans ses tempes, une vibration plus rapide dans le sol, comme un cœur qui s'emballe. Les créatures lumineuses le savaient aussi. Leurs pulsations devenaient irrégulières, leurs déplacements plus rapides, presque nerveux. Elles se regroupaient souvent, échangeant des ondes de lumière de plus en plus intenses. Quelque chose approchait. « Hal », murmura Elias, « ce n'est pas une tempête ordinaire. » Les capteurs de la station s'affolèrent. « Elias, toutes les données explosent. L'activité planétaire est hors norme. On parle d'un événement global. À l'horizon, le ciel s'assombrissait à une vitesse effrayante. Des nuages immenses se rassemblaient en spirales monstrueuses, s'étendant sur des centaines de kilomètres. Des éclairs violets zébraient l'atmosphère en permanence, illuminant brièvement des murs de poussière toxique hauts comme des montagnes. Le sol vibrait désormais sans interruption. La planète entrait dans une phase extrême. Les créatures entourèrent Elias, projetant une sensation claire, presque douloureuse. Danger absolu. Fuir. Elles n'ont jamais réagi comme ça, souffla Elias. Elias, selon nos calculs, cette tempête va rendre toute la surface inhabitable pendant plusieurs minutes, répondit Hale. Même leurs refuges naturels ne tiendront pas. Elias sentit son estomac se nouer. Jusqu'ici, la planète testait. Maintenant, elle purgeait. Les créatures se mirent en mouvement rapide, glissant vers une région où le sol formait une immense faille naturelle. L'air devenait déjà brûlant, chargé de toxines épaisses. Elias suivait tant bien que mal, ses poumons luttant de nouveau contre la douleur. Les micro-organismes lumineux affluaient autour d'eux, mais cette fois leur lueur semblait faible face à la violence atmosphérique croissante. Hal, je crois que même leurs bulles de survie ne suffiront pas. Elias, tu dois retourner à la capsule. Elias jeta un regard en arrière. La capsule fumait encore au loin, à moitié enfouie dans le sol. Les capteurs indiquaient des dégâts critiques. Elle ne décollera jamais dans cette tempête. Un grondement colossal secoua la planète entière. Une muraille de vent toxique s'approchait à une vitesse terrifiante,
avalant tout sur son passage. Les roches se fissuraient, certaines se dissolvant littéralement sous l'effet des gaz corrosifs. Les créatures s'arrêtèrent brusquement au bord de la faille. En dessous, une immense caverne plongeait dans l'obscurité, traversée par des flux lumineux semblables à des rivières d'énergie. Une vibration puissante traversa Elias. Descendre. Maintenant. Elles veulent se réfugier en profondeur, comprit-il. Elias, nos capteurs montrent des niveaux mortels, même sous la surface. Mais elles savent ce qu'elles font. La tempête frappa la zone avec une violence apocalyptique. Le vent arracha des roches entières. Les éclairs frappaient si souvent qu'ils illuminaient le paysage comme un jour éternel. L'air devint presque irrespirable. Les créatures commencèrent à descendre dans la faille, en glissant le long des parois organiques. Elias tenta de les suivre. Mais une violente rafale le projeta contre une roche. La douleur explosa dans son épaule. Son souffle se coupa. « Elias !» cria Harley. Il essaya de se relever, mais ses jambes tremblaient trop. La tempête le clouait au sol. Les créatures se retournèrent, leur lueur s'intensifiant. Une sensation claire le traversa. Nipes resta, mais il ne pouvait plus bouger. Le poison saturait l'air. Sa vision se brouillait. Son cœur battait de façon chaotique. Il allait mourir. Alors l'une des créatures la plus grande, celle qui l'avait guidé depuis le début, glissa brusquement hors de la faille et revint vers lui malgré la tempête. Ses pulsations lumineuses devinrent aveuglantes. « Non !» murmura Elias. « C'est trop dangereux. » La créature se plaça devant lui, projetant une barrière de lumière intense. Les micro-organismes affluèrent en masse, créant une zone temporairement respirable. Mais Elias sentit immédiatement ce que cela coûtait. La lueur de la créature faiblissait. Elle se sacrifiait pour stabiliser l'air. « Hal, elle est en train de s'épuiser pour moi. » Elias, ses niveaux énergétiques chutent rapidement. La tempête hurlait de plus en plus fort. Les autres créatures vibraient frénétiquement depuis la faille. Fuir. Vite. La grande créature enveloppa Elias de lumière et le poussa doucement vers l'ouverture de la caverne. Il comprit. Elle lui donnait sa dernière énergie pour le sauver. « Je ne peux pas te laisser faire ça. » Une onde chaude traversa son corps. Païch. Puis urgence. La créature n'avait pas peur. Elle acceptait. Avec l'énergie restante, elle projeta Elias vers la pente de la faille. Il glissa brutalement vers le bas, roulant sur les parois organiques. La tempête rugissait au-dessus. Un dernier éclair illumina la surface. Et la grande créature disparut dans le mur de poison et de vent. Le cœur d'Elias se serra violemment. « Non !» souffla-t-il. Il s'écrasa dans la caverne inférieure, haletant, entouré par les autres êtres lumineux qui stabilisaient l'air autour de lui. La tempête passa au-dessus comme un cataclysme divin. Des roches s'effondraient. Des ondes de choc secouaient la planète. Mais en profondeur, la lumière tenait bon. Les minutes semblèrent des heures. Puis lentement, la violence diminua. Les vibrations du sol ralentirent. Le cœur de la planète reprit un rythme plus calme. Le silence retomba. Elias respirait encore, mais son cœur était lourd. Hal, elle s'est sacrifiée. La voix du commandant tremblait. Elias, nos capteurs montrent une chute massive d'énergie biologique en surface. Une des entités a cessé toute activité. Elias ferma les yeux. Submergé par l'émotion, cette planète qui semblait si violente avait engendré une compassion profonde. Les créatures s'approchèrent de lui, leurs pulsations douces. Une sensation claire se diffusa. Perte, mais nécessaire. Équilibre. Elias comprit. Le sacrifice faisait partie du système vivant de Nertis 9, comme certaines cellules meurent pour sauver un organisme. La planète testait, mais elle protégeait aussi. Elles m'ont accepté, murmura-t-il, et l'une d'elles a donné sa vie pour moi. Elias, tu fais désormais partie de leur monde. Il regarda la lueur vacillante des survivantes. La planète venait de montrer son vrai visage. Pas seulement un enfer, mais un équilibre brutal où chaque vie comptait. Et Elias jura intérieurement que ce sacrifice ne serait pas vain, car si l'humanité venait un jour sur Nertis 9 sans respect, elle détruirait cet équilibre fragile. Et la planète, cette fois, ne pardonnerait pas. Le plus grand danger ne serait être pas Nertis 9, mais l'homme lui-même. La tempête s'était éloignée depuis longtemps, mais Elias n'arrivait pas à trouver le repos. Dans la caverne profonde, la lumière des créatures survivantes pulsait doucement, maintenant l'air stable. Son corps récupérait lentement, mais son esprit, lui, revenait sans cesse au même moment. Aux 3 minutes, à ces 180 secondes, qui auraient dû être sa mort, il ferma les yeux
laissant les souvenirs remonter avec une clarté douloureuse. Le premier souffle, cette brûlure atroce dans ses poumons, comme si ses organes prenaient feu. L'air de Nertis 9 n'était pas seulement toxique, il attaquait, il dissolvait. Chaque inspiration avait été une torture. À cet instant précis, son cerveau lui avait déjà envoyé des signaux de panique, déclenchant la réponse primitive de survie. Il se revit tomber à genoux, ses mains tremblantes contre le sol vibrant, sa vision se rétrécissant. 30 secondes. C'est là que la plupart des drones avaient cessé de fonctionner. C'est là que les scientifiques avaient fixé la limite humaine, mais son corps avait refusé d'abandonner. Il avait roulé instinctivement pour échapper au premier nuage corrosif, sans réfléchir, sans calculer, une décision purement animale, une réaction que les algorithmes n'auraient jamais anticipée. C'était la première clé. La planète ne se combattait pas, elle s'évitait. Il revécut la seconde phase, ses filtres de secours se déclenchant presque par hasard, redistribuant l'air différemment, lui offrant quelques précieuses respirations supplémentaires. Une erreur de conception, selon les ingénieurs. Une chance de survie, selon la réalité. 45 secondes. Le monde ne tournait plus droit, mais il respirait encore. Puis venait la découverte. Cette sensation étrange que l'air n'était pas identique partout. Là où il rampait, la brûlure diminuait légèrement. Infime, presque imperceptible, mais suffisante pour rester conscient. Une poche de respiration. Il avait compris sans comprendre. Son corps l'avait guidé avant son esprit. On aminotait. À cet instant, les scientifiques auraient juré qu'il était déjà mort. Mais il avait choisi le mouvement plutôt que la rigidité. Chaque centimètre parcouru l'avait éloigné de la mort pure. La planète créait des vagues invisibles de destruction et de répit. Il fallait surfer dessus, pas leur résister. Puis était venue l'adaptation. Il se souvenait très bien de cette sensation étrange dans sa poitrine, comme si ses poumons brûlaient tout en se réorganisant. Ses tissus tentaient désespérément de filtrer une partie du poison. Une réaction biologique extrême, accélérée par le stress absolu. Son corps se reprogrammait pour survivre. 1 minute 30. Ses muscles tremblaient, mais son souffle devenait légèrement plus profond. Là où un autre se serait figé, il avait continué à bouger, à observer, à ressentir les changements. C'était la deuxième clé. Nertis 9 punissait l'immobilité. Elle récompensait l'adaptation. Il revit la vague de chaleur arriver sur sa droite, ce mur invisible qui avait dissous la roche à quelques mètres de lui. S'il était resté 1 seconde de plus, il serait mort. Mais il avait senti la pression dans l'air, avant même de voir le danger. Il avait sauté sans réfléchir. Instinct pur. 2 minutes. À cet instant précis, il avait dépassé toutes les prédictions humaines. Son cœur battait à tout rompre, mais son corps commençait à comprendre la planète. Il respirait mieux dans certaines zones. Il souffrait dans d'autres, comme si Nertis 9 lui enseignait brutalement ses règles. Puis était venu le moment le plus important, celui que les scientifiques n'avaient jamais envisagé. Les micro-organismes lumineux. Il se souvenait de ces particules flottant autour de lui, presque invisibles au début. Elles avaient purifié l'air localement, créant ces fameuses poches respirables. À l'époque, il ne savait pas ce que c'était. Mais son corps l'avait senti. Là où elle flottait, la douleur diminuait. Sans le savoir, il avait suivi les courants de vie de la planète. 2 minutes 30. À ce stade, il n'était plus en train de survivre par chance. Il survivait par compréhension instinctive. La planète n'était pas un mur, c'était une vague, et lui venait d'apprendre à nager dans un océan de poison. Puis la troisième clé était apparue, la plus importante de toutes. Il avait cessé de lutter contre Nertis 9. Il avait commencé à l'écouter. Ses vibrations, ses variations de chaleur, ses rythmes, son souffle planétaire. À chaque micro-changement, il ajustait sa position, respirait plus profondément, ou moins, avançait, ou se baissait. C'était une danse primitive entre un humain et un monde vivant. 3 minutes. Lorsque ce seuil fatidique avait été franchi, quelque chose avait changé. Les alarmes de sa combinaison n'étaient plus rouges vifs. Son corps ne hurlait plus à la mort immédiate. Il souffrait encore, mais il tenait. Et surtout, il avait compris. Les scientifiques avaient étudié Nertis 9 comme une surface hostile constante. Mais la planète était un système en mouvement, un organisme extrême, certes, mais pas uniforme. Elle n'était pas conçue pour tuer. Elle était conçue pour tester. Seuls ceux qui s'adaptaient vivaient, ceux qui résistaient mouraient. Elias rouvrit lentement les yeux dans la caverne lumineuse. « Al, murmura-t-il. Ce n'était pas de la chance. Alors qu'est-ce que c'était ? Demanda la voix émue du commandant. Une conversation entre mon corps et la planète. Un silence impressionné suivit.
Les 3 minutes n'étaient pas une limite, continua Elias. C'était une porte. Ceux qui bougeaient, ressentaient et s'adaptaient la franchissaient. Les autres mouraient. Il inspira profondément l'air stabilisé. L'humanité n'a pas échoué parce que Nertis, 9 est mortelle. Elle a échoué parce qu'elle a voulu la dominer au lieu de l'écouter. Hal souffla lentement. Tu veux dire que ces 3 minutes ont prouvé que l'humain peut évoluer plus vite qu'on ne l'imaginait? Oui. Et que la vie existe même dans l'enfer, si on apprend son rythme. Elias observa les créatures lumineuses autour de lui, gardiennes silencieuses de cet équilibre vivant. Les 3 minutes avaient tout changé. Elles avaient transformé une planète maudite en monde possible. Un homme en pont entre 2 espèces. Et l'humanité en apprenti d'un nouvel univers. Mais une question brûlait désormais dans son esprit. Si un humain pouvait survivre ici, combien d'autres viendraient? Et saurait-il respecter ce fragile miracle vivant? Le calme qui suivit la grande tempête n'était pas un simple silence. C'était un repos profond, comme lorsque le cœur, après avoir battu trop vite, retrouve enfin un rythme stable. Nertis, 9 respirait lentement. Les vibrations du sol s'étaient apaisées, devenant douces et régulières. L'air, encore chargé de traces toxiques, était cependant étonnamment respirable dans les zones protégées par les créatures lumineuses. Elias se tenait debout à l'entrée de la caverne, observant l'horizon transformé. Là où régnaient auparavant des nuages violents et une obscurité suffocante, s'étendaient maintenant de vastes zones claires, baignées d'une lumière étrange, presque paisible. Les micro-organismes lumineux flottaient partout comme une poussière d'étoiles vivantes, purifiant lentement l'atmosphère. La planète venait de se renouveler, et Elias comprenait désormais que chaque tempête, chaque destruction, faisait partie de ce grand cycle de régulation. La mort n'était jamais la fin ici. Elle était une transformation. « Hal », murmura-t-il, la planète est entrée dans une phase longue de stabilisation. « Nos instruments confirment », répondit la voix émue du commandant. « Les niveaux toxiques chutent sur toute la région. Elias, ce que tu as découvert est en train de bouleverser toute la communauté scientifique. » Elias laissa échapper un souffle presque incrédule. Il était parti pour mourir en 3 minutes. Il venait d'ouvrir un nouveau chapitre de l'histoire humaine. Les créatures lumineuses s'approchèrent doucement de lui. Leurs pulsations étaient calmes, harmonieuses. Elles projetaient des sensations claires, apaisantes. Acceptation, lien, équilibre. Elias posa une main contre l'une d'elles, ressentant cette chaleur douce qui stabilisait l'air. « Je ne vous oublierai jamais, murmura-t-il. Vous m'avez sauvé, et vous avez sauvé notre avenir. » Une onde lumineuse traversa leur corps. Ils ne savaient pas s'il s'agissait d'un adieu, d'un remerciement ou d'un simple partage de présence. Peut être les 3 à la fois. « Elias, » dit Hale, « le conseil scientifique est réuni en urgence. Ils veulent te parler. » Maintenant, une projection holographique apparut dans l'air, révélant des visages bouleversés, autrefois sceptiques, désormais remplis de stupeur et d'espoir. Elias Morel commença une chercheuse d'une voix tremblante. « Vous avez prouvé que Nertis 9 n'est pas inhabitable. Vous avez prouvé qu'on avait tort. » Corrigea Elias doucement. Un silence passa. « Les données que vous transmettez, » reprit un autre scientifique, « elles montrent des cycles biologiques planétaires jamais observés, une forme de vie à l'échelle d'un monde. Nertis 9 n'est pas une planète à conquérir, » dit Elias fermement. « C'est un organisme à comprendre. » Il raconta tout. Les zones respirables, les purges toxiques, les micro-organismes purificateurs, les créatures gardiennes, le mouvement constant comme clé de survie. À chaque révélation, les visages se figeaient davantage. « Nous avons traité ce monde comme un objet mort, » murmura quelqu'un. « Mais il est vivant, et fragile, » ajouta Elias. « Si l'humanité arrive ici avec des bases fixes, des machines lourdes et de l'exploitation massive, elle brisera l'équilibre. Et la planète réagira. » Un frisson traversa l'assemblée. « Vous voulez dire qu'elle pourrait devenir encore plus hostile? »« Je veux dire qu'elle se défendra, » répondit Elias calmement. Comme tout organisme vivant. Un long silence pesa. Puis Hale parla. « Elias ne nous a pas seulement montré qu'on peut survivre ici. Il nous a montré comment vivre sans détruire. » Les scientifiques hochèrent lentement la tête. Une nouvelle vision naissait. « Des colonies mobiles, » murmura quelqu'un. « Des habitats temporaires qui suivent les cycles. Une coexistence, pas une conquête, » ajouta un autre. Elias sentit une vague d'émotion l'envahir. L'humanité n'allait pas répéter ses erreurs. « Pas ici. Nertis 9 peut devenir un foyer, » dit-il, mais seulement pour ceux qui respectent son rythme. La transmission se termina dans un silence chargé d'espoir. Elias se tourna vers les créatures lumineuses.
Le soleil pâle de Nertis 9 perçait à travers les nuages dissipés, projetant une lueur douce sur le sol vibrant. « Ils vont venir », dit-il doucement. « Pas pour détruire, pour apprendre. » Une pulsation chaleureuse répondit. « Confiance. » Il leva les yeux vers l'horizon immense. Un monde autrefois maudit devenait un nouveau berceau pour l'humanité, mais un berceau vivant, exigeant sagesse et humilité. Elias pensa aux premières missions qui arriveraient, aux humains qui marcheraient prudemment, apprenant à écouter les vibrations du sol, aux enfants qui naîtraient un jour dans des refuges mobiles, grandissant en harmonie avec un monde vivant. Une humanité nouvelle, plus respectueuse, plus consciente, plus humble face à l'univers. Il disait qu'aucun humain ne survivrait sur cette planète, murmura Elias. Il inspira profondément l'air purifié. Ils avaient simplement peur d'essayer et d'écouter. Les créatures lumineuses s'éloignèrent lentement vers les plaines vibrantes, reprenant leur danse silencieuse avec la planète. Elias resta seul un instant, baigné dans la lumière étrange de Nertis 9. Il n'était plus un explorateur défiant la mort. Il était devenu le premier citoyen d'un monde vivant, et le témoin de la naissance d'une nouvelle ère humaine, une ère où survivre ne signifiait plus conquérir, mais comprendre